Nouveau rebondissement dans la mise en place de l'éco, la nouvelle monnaie devant remplacer le franc CFA. Annoncé en 2019 par les présidents français et ivoiriens Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, le projet semble connaître une accélération. Nos invités du jour nous expliqueront un peu plus le processus, mais surtout avec eux, nous décrypterons les dernières évolutions survenues ces derniers jours. La France a décidé de transférer vers la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, près de 5 milliards d'euros en provenance des réserves françaises. Il y a eu le fameux sommet sur les économies africaines. Merci de nous suivre et soyez les bienvenus pour ce tout nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Professeur Praoyao Séraphin, vous êtes économiste. Merci d'être avec nous. C'est nous que vous remercions. Docteur Samuel Maté, un plaisir de vous recevoir. Toujours Stéphane, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, messieurs, ça fait l'actualité. Près de 5 milliards d'euros seront reversés à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ces fonds viennent des réserves françaises. D'abord, cette cagnotte de 5 milliards d'euros, elle est composée de quoi? D'où elle vient, cette cagnotte? Bon, en fait, je voudrais dire déjà que ce ne sont pas des réserves françaises, ce sont des réserves africaines logées effectivement au Trésor français ou à la Banque de France. Parce que vous voyez dans les accords de coopération que nous avons signés, en fait, quand je dis nous, ce sont les pays de la zone franc. Spécifiquement les pays de l'UEMOA, un accord que nous avons signé dans ces accords-là, il y a un principe fondamental qui est celui-là. Il faut que les pays, les 8 pays centralisent déjà les réserves de change. Ça veut dire, en clair, les réserves de change, c'est quoi? Lorsque chaque pays vend son cacao, son café, son caoutchouc, palmier à huile ailleurs, les devises que nous avons, ça peut être le dollar, l'euro, le yuan, le yen, effectivement, nous les centralisons effectivement au niveau de l'UEMOA et nous déposons la BCEAO. Mais dans l'accord de coopération que nous avons signé avec la France nous a exigé de déposer 50% effectivement de ces devises au Trésor français, au compte, n'est-ce pas, de la BCEAO. Bon, ces 50%, selon la France, servent à garantir la convertibilité de notre monnaie et à nous soutenir lorsque nous avons besoin de devises. Et vous savez que les Africains se sont plaints, à commencer par nous d'ailleurs. Nous avons écrit un livre en 2012, le franc CFA, un instrument de sous-développement, où nous avons démontré que c'était un accord léonin qui profitait à la France et non aux pays africains. Et non, bon nombre d'économistes comme Mamadou Koulibaly, Nicolas Gbou, Fendoussa du Sénégal, se sont plaints ici également, et la France a compris qu'il fallait aller de l'avant. C'est ainsi que le 21 décembre 2019, à Abidjan, M. Macron et son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, ont décidé d'un commun accord de réformer effectivement cet accord-là. Et chemin faisant, le 20 mai 2020, la France effectivement a pris acte au niveau de l'Assemblée nationale à entériner la fin du franc CFA. Et tout récemment, M. Bruno Le Maire nous a annoncé, avec joie d'ailleurs, que la France allait restituer 5 milliards d'euros, soit à peu près 300 milliards de francs CFA à la BCEAO. Donc voilà un peu retracé l'historique effectivement de ces réserves. Alors, mais justement, docteur Samuel Maté, ces fonds, une fois reversés à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, comment est-ce qu'on peut imaginer l'utilisation de ces fonds? Écoutez, Stéphane, c'est là la grande question. À $1 million, on dira. Parce que le problème qui se pose généralement, c'est que dans une économie, dans une banque centrale où on a des devises, ce sont ces devises qui vont permettre de déterminer d'une certaine manière la demande et l'offre de la monnaie que nous avons et qui pourront éventuellement voir quelle est la valeur de cette monnaie. Mais on se retrouve dans un système qui a une parité fixe. Donc cette parité fixe, au fait, qui était garantie par ce dépôt, n'est-ce pas, des devises, comme l'a dit mon collègue, à la Banque de France. Maintenant, la question se pose alors que qu'adviendrait-il lorsqu'on va mettre des devises dans une banque centrale qui a une parité qui est toujours fixe, ok? Donc, et où vraiment le montant ou la valeur des devises ne va pas nécessairement influer sur la valeur de la monnaie par rapport à d'autres monnaies, le taux de change. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la première question qu'on se pose. Et vu au fait également que
la France, il a rappelé le fait quand Emmanuel Macron, le président Macron était là, et qu'ils allaient continuer de garantir la fixité, c'est-à-dire la parité fixe du franc CFA par rapport à l'euro. Ils vont continuer de le garantir. La question se pose alors comment ils vont le faire, puisqu'ils sont en train de progressivement, n'est-ce pas, envoyer les devises que nous avons, ils sont progressivement en train de les ramener à la Banque centrale. Maintenant, l'autre question, enfin la dernière, je dirais, c'est de se dire que dans un environnement où nous n'avons pas réellement un niveau appréciable de gouvernance et donc de corruption, où on se retrouve dans la plupart des classements au niveau de Transparency International, etc., la plupart des 8 pays de l'UEMOA sont en bas de classement. Donc parmi les pays où la corruption est la plus élevée, où la gouvernance à un niveau plus bas, c'est de se dire que comment est-ce que ces pays vont pouvoir gérer cette petite manne, même si ça leur appartient, cet argent, ces devises, même si ça leur appartient, comment est-ce qu'elles vont pouvoir gérer en termes d'investissement stratégique, en termes de pouvoir en faire une utilisation optimale. Voilà un peu certains des défis que ce transfert peut éventuellement poser. Alors bon, il y a 2 questions qui me reviennent. Je vous laisse réagir d'abord. Voilà, parce que bon, je ne suis pas trop d'accord avec mon collègue. Il faut faire confiance quand même aux Africains. Je pense que les réserves de change, leur rôle dans un régime de change flexible, c'est une réserve qu'on peut utiliser à bon escient, on les place, ça et là. Mais dans un régime de change fixe, comme le nôtre, ce sont des réserves qu'on met à côté, effectivement, comme il a dit le collègue. S'il advenait, par exemple, que le taux de change baissait, et là, nous utilisons ces réserves pour soutenir, effectivement, la valeur externe de la monnaie qui est en train de baisser. C'est son rôle. Sauf qu'anciennement, nous déposions, effectivement, ces réserves au trésor français. Mais, M. Soumaoro, vous pensez que la France va utiliser, va voir, effectivement, cette cagnotte et ne pas les placer sur le marché? Je vous dis non. La France place nos réserves de change sur les marchés financiers et c'est avec ces bénéfices que la France nous prête l'argent après. Je vous dis, à la fin de 2019, nous avions 6 214 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, on nous dit c'est 3 300 à peu près. Vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et lorsque nos comptes sont créditeurs, la France nous rémunère à 0,75%. Je dis bien 0,75%. Aujourd'hui, on nous dit que nous vous restituons vos ressources. Vous êtes libre, premièrement, de les placer où vous voulez. Je vous dis que la BCEAO détient 32 comptes au niveau du monde entier. 32 comptes. Alors, si nous faisons peut-être, et nous dites, vous allez voir que nous perdons en déposant ces ressources-là en France, au lieu, par exemple, de les déposer sur un marché, par exemple, à Singapour ou un exemple ailleurs. Donc, je veux dire, c'est une très bonne chose que nous restitue nos réserves. Et là, nous sommes en train de parler d'une politique de relance post-Covid, dont nous n'avons même pas l'argent. Aux États-Unis, c'est 2000 milliards de dollars qui ont été injectés. En Europe, c'est 750 milliards de dollars qui ont été injectés. Nous avons combien? En Côte d'Ivoire, lorsque le Premier ministre était vivant, il a dit que c'était estimé à 5% du PIB, soit 1700 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on vous donne à peu près 3500 milliards de francs CFA aux pays africains, mais ce sont vos réserves. Nous pouvons prendre peut-être la moitié que nous allons garder. Effectivement, s'il advenait qu'il y avait des chocs sur notre monnaie, on peut défendre. Mais les autres, nous pouvons les utiliser. Donc je pense qu'il faut faire confiance quand même aux Africains. Nous ne sommes pas le seul continent où il y a la corruption. Même en Europe, il y a aussi la corruption. Et je pense que M. Maté, mon collègue, il le sait. Si c'était en Afrique centrale, je serais d'accord avec lui. Parce que là-bas, de temps à autre, nous entendons parler de 100 millions de francs CFA disparus dans les caisses, ça et là. Mais quand même, au niveau de l'UEMOA, je pense que même la Banque de France nous félicite à chaque fois. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au niveau de la zone UEMOA, nous déposions 50% de nos réserves de change au trésor français, alors que les pays de la CEMAC déposaient jusqu'à aujourd'hui 65% de réserves. On nous fait confiance parce que nous avons cette technicité quand même au niveau du l'UEMOA. Nous gérons, en tout cas, je pense, merveilleusement notre monnaie. Et puis, un enjeu important, c'est aussi la liberté d'avoir une autonomie de la politique monétaire. Mon collègue le sait. Aujourd'hui, en nous donnant nos réserves, la réflexion, comme a dit le professeur Kakou Popo, brillantissime économique, nous le savons dans ce combat. Nous l'avons eu inventé au téléphone. Nous sommes très ravis de ce qu'aujourd'hui, une réflexion profonde et féconde peut être menée
en ce sens que nous pouvons aller un peu plus vers une flexibilité. Il a dit quelque part. Donc je pense que, Mathé, nous devons faire confiance aux Africains. Même vous-même qui êtes là, si on vous met à la Banque centrale, je pense que vous êtes capable de gérer cette banque. Justement, parlant de cette flexibilité, c'est là où je voulais revenir, flexibilité et parité. Tout à l'heure, est-ce qu'on peut se dire que c'est vraiment un bond qualitatif et quantitatif, si je peux m'exprimer ainsi, dans la réforme du franc CFA, puisque nous voulons passer à l'éco? Attention, c'est-à-dire qu'au fait, il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes dans un processus, ok? Et ce processus, le CFA ne représente, et l'éco ne représente qu'une partie de ce processus. Parce que le processus final qui a été engagé, c'est d'arriver à la monnaie africaine. Et avant cette monnaie africaine, il y a la monnaie de la CEDEAO. Et cette monnaie de la CEDEAO, d'ailleurs, le nom, c'est l'éco. L'éco est venu, a été le nom qui a été adopté par la CEDEAO. Et c'est après que l'UEMOA a récupéré, il y a eu même un petit palabre entre la CEDEAO et l'UEMOA sur le nom, parce que la CEDEAO dit, vous ne m'avez pas demandé avant de récupérer le nom. Donc, ce n'est qu'une première étape, au fait, ce qui est en train de se passer. Mais cette première étape, déjà, rencontre l'assentiment et le désaccord de certains géants comme le Nigeria par exemple. Parce que ce qui se passe, on se dit, on va à la monnaie unique africaine. Avant la monnaie unique africaine, puisque la stratégie au niveau de l'Union africaine, c'était d'aller par région, donc la monnaie de la CEDEAO, et cette monnaie de la CEDEAO ECO, les conditions, c'était de faire rentrer le CFA au-delà des 5 autres zones, le Cedi ghanéen, le Naira nigérien, etc. La ZMAO, tout à fait, et de faire rentrer le CFA pour constituer cet éco. Maintenant, le problème qui se pose déjà par rapport à ce problème que vous avez posé de parité, de flexibilité, c'est clair qu'au niveau de la CEDEAO, la monnaie unique de la CEDEAO qui est prévue, elle est flexible. Les anglo-saxons, les gros géants comme le Nigeria sont intransigeants là-dessus. Mais le problème qui se pose aujourd'hui pour eux, justement, avec cet éco, et Boari l'a dit récemment, qu'il juge les efforts insuffisants. Parce que pour lui, il faut carrément couper le cordon ombilical avec la France. Et pour lui, ce cordon ombilical, c'est la fixité. Il ne faut plus qu'on parle de parité. Il faut couper ce. Tant que ce cordon n'est pas coupé, pour lui, rien n'est fait. Alors, monsieur, là, il y a une question qui me vient pendant que Dr Samuel Mathé parlait. Au niveau de la réforme du franc CFA, on a parlé de l'éco, mais ça a été une annonce, une décision du président français, du président ivoirien et sans doute des autres chefs d'État. Mais à aucun moment, en tout cas à ma connaissance, la question n'a été portée à un débat public. Nous n'avons vu aucun président africain solliciter son parlement pour présenter la question et recueillir l'avis des populations même sur l'éco. Aucun débat public sur la nouvelle monnaie. Oui, effectivement, vous avez raison. Parce que, et c'est là le problème en Afrique. Mon collègue parlait de la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, on dit voice populus, voice lay. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas décider effectivement de l'avenir monétaire d'un pays sans consulter ce peuple. D'ailleurs, cela existe dans toutes les constitutions africaines. Il aurait fallu, bien entendu, comme vous le dites, monsieur le journaliste, que le président Ouattara, quand même, essaie, même par courtoisie, je ne dirais même pas par respect, de mobiliser un peu quand même le peuple et de lui demander qu'est-ce qu'il pense, effectivement, de cette réforme. Nous avons été tous étonnés d'apprendre le 21 décembre 2019 que nous allons vers une réforme. Alors que nous ne voulons pas de réforme, non. Nous voulons une rupture entre les pays de la zone franc et la France. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons compris que dans la zone CEDEAO, nous avons 8 monnaies qui cohabitent. Or, dans cette zone, cela crée des coûts de transaction. Cela, pour la Guinée, par exemple, la Guinée est obligée, effectivement, pour payer son fuel en Côte d'Ivoire et au Sénégal, de passer par le dollar. Ça nous crée des agréments. Cela fait en sorte que le commerce intra-régional n'est pas intensifié. Nous sommes autour de 10%, alors qu'en Europe, ils sont à 65%. Donc, nos pères fondateurs ont compris qu'il fallait aller à une monnaie unique. Et effectivement, l'appel d'offres a été lancé. Il y avait Kula, il y avait Afri et il y avait ECO. C'est ainsi que l'ECO a été choisi. Patatras. M. Ouattara arrive avec son camarade, son fils, on va dire, entre guillemets, Macron. Ils viennent et puis ils s'accaparent, ils volent, entre guillemets, ce projet panafricain. C'est une façon de s'aborder et saboter le projet. Parce qu'aujourd'hui, ça fait un peu désordre dans la tête des populations. Puisque le projet originel, c'est l'ECO. Et
la France dit, bon, finalement, comme le nom vous gêne CFA, ça a des relents un peu colonialistes, ok, nous allons supprimer le CFA, mais on va prendre le nom ECO. Mais on prend le nom ECO, mais nous gardons toujours, effectivement, les principes fondateurs de la zone franc. Quels sont ces principes-là? La fixité. La France dit, je continue toujours de garantir. La France dit, bon, écoutez, je vais sortir mes 2 représentants au conseil d'administration, mais attention, nous allons nommer des experts désormais qui vont les remplacer. Mais pensez-vous qu'un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, futurs les 2 pays phares de la zone, peuvent décider de nommer un expert sans l'aval de la France? Non. En fait, ce projet de l'éco version Ouattara et Macron n'est rien d'autre qu'un franc CFA bis. Et là, je suis d'accord avec mon collègue qui dit qu'il y a un problème majeur, fondamental. Parce que ces 2 échos qui n'ont pas les mêmes structures. L'écho des Africains de la CEDEAO, il a dit, soit c'est un régime qui est adossé à un panier de monnaie, ou c'est un régime de change flexible. Et c'est un régime, c'est une monnaie qui n'aura pas besoin de garant si ce n'est le dynamisme des économies propres. Voilà la réalité. Alors le franc CFA, du passage du franc CFA au passage à l'éco, encore beaucoup de choses à faire, en tout cas beaucoup de petits détails ou de grands détails à régler avant d'y arriver. Mais ces derniers jours aussi, ce qui a fait l'actualité, c'était le fameux sommet sur les économies africaines qui s'est tenu à Paris. Certains ont déjà fustigé dès le départ pourquoi est-ce que ça se tient à Paris alors qu'on parle des économies africaines. Mais quand on regarde un peu, on voit que Paris est le carrefour. Il y a plusieurs autres pays, dont l'Allemagne, la Chine, qui essaient de participer à ce sommet. D'abord, vous, comment vous avez accueilli l'annonce de ce sommet? Écoutez Stéphane, ce sommet, si je pars de l'analyse de l'économiste de manière très objective, il y a toujours des plus et des moins. Est-ce que vous voyez, maintenant, après, l'économiste vous dira, est-ce qu'il y a plus ou de moins, etc. C'est un peu ça. Donc, si on regarde, disons, le sommet en lui-même, sur la forme, politiquement, on se dit que Macron veut, n'est-ce pas, se positionner, avoir une position stratégique, non seulement par rapport aux pays francophones, mais également par rapport aux pays anglophones. Le Ghana est invité, le Nigeria est invité, l'Afrique du Sud sera là. Et ils ont fait un lobbying diplomatique très fort, puisque les dirigeants de son pays seront présents physiquement, alors qu'ils pouvaient accepter de le faire par Internet, etc., représentation. Donc, et ça, c'est un coup réussi pour Macron. Et ensuite, on a plus d'une vingtaine et même plus de chefs d'État, et on a également des dirigeants occidentaux qui seront là et d'autres qui vont suivre etc. Et déjà, ça, c'est un coup de force. Et ce qui est toujours intéressant là, je pars toujours du côté positif, c'est qu'à ces réunions, quand on se rencontre avec toutes ces sommités, toutes ces parties prenantes, etc., on a quand même l'occasion on est obligé d'avoir un discours équilibré. Parce que, vous n'allez pas vous trouver, par exemple, le président Macron en face du FMI, du président nigérian, et avoir des allures de colonialiste. Ça ne va pas passer. On a vu les échanges très forts qu'il y a eu entre le président Macron et le président Addo au Ghana. Donc ça, c'est un des avantages de ces genres de sommets quand plusieurs sont rassemblés, pratiquement le monde entier, c'est qu'avec les présidents d'institutions comme la BAD et tout, etc., ils sont obligés d'avoir un discours équilibré. Mais le grand problème ici, qui se pose pour moi, dans ces genres de sommets, et qui est dommage, parce que quand j'étais en cabinet ministériel dans le gouvernement, j'ai eu à reprocher cela, c'est que souvent les Africains vont en rang dispersé. Est-ce que vous voyez? Pour des sommets comme ça, quand j'étais aux États-Unis, pour mon doctorat par exemple, pour des sommets comme ça, vous allez rencontrer qu'au niveau des Asiatiques, ils ont eu des pré-sommets par exemple, où ils se rassemblent et définissent une stratégie. Mais nous n'avons pas vu cela. Au niveau des pays africains, ils ont couru pour aller en rang dispersé, pas de stratégie coordonnée par rapport à qu'est-ce qu'on va faire. Parce que les grandes questions après, c'est là maintenant les côtés négatifs ou les questions qui fâchent, c'est de se dire après que bon, je regardais un rapport récemment, on nous dit que sur les African wealth, c'est-à-dire que de plus en plus d'Africains sont riches,
On nous dit que la totalité de la richesse individuelle africaine en termes de milliardaires, etc., fait près de 2300 milliards de dollars. C'est-à-dire que quand on prend les Dangote, les ceci, les Mou Ibrahim, ce qui dépasse de très loin ce dont on a besoin, en fait. Est-ce que vous voyez? À quoi servirait-il, par exemple, de mobiliser ces gars? Et on peut aller plus loin. Par exemple, on vous dit également que le flux de transfert de la diaspora, des migrants, ce qu'on appelle remittances, justement, les remittances font pratiquement 2 fois l'aide qu'on nous envoie. Donc il y a un véritable problème ici de se dire que, mais écoutez, les Africains qui sont riches ont près de 2300 milliards, si on veut prendre le cas de ceux ils ont peut-être 4 à 5 fois le montant que l'Afrique recherche. Les Africains de la diaspora ont pratiquement 2 fois ce montant qu'ils envoient de manière, etc. Mais pourquoi on va aller emprunter alors cet argent à des taux énormes parfois? Est-ce que vous voyez? Et donc, et après, c'est pour terminer, c'est de se dire ensuite que est-ce que, on parlait de 400 milliards tout à l'heure avant l'émission, mon collègue parlait de le FMI a revu à 500 milliards. Mais le problème qui se pose après, c'est que c'est un prêt que vous devez rembourser. Et moi, les 3 questions que je me suis posées sur ce montant qu'on est parti mobiliser, c'est de se dire, premièrement, comment est-ce que ce 400 ou 500 milliards va être réparti entre les 54 pays? C'est la première question que je me pose. Quels seront les critères de répartition? On va donner à l'Afrique du Sud, on va donner combien, etc. Ensuite, la deuxième question que je me pose, c'est que dans un environnement, encore une fois, on revient de corruption et de gouvernance, et je suis désolé d'insister sur ça, parce que c'est des choses qu'on vit chaque jour au niveau du secteur privé. Donc, on se dit, mais est-ce que cet argent pourrait être bien géré? Est-ce que ça pourrait être géré de manière optimale? Est-ce que vous voyez? Et en ajoutant à cela le côté de l'instabilité. Vous regardez des pays, par exemple, comme le Tchad, qui a subi un quasi coup de force institutionnel. Et est-ce qu'un investissement pareil, comment est-ce que ça sera géré avec des militaires au pouvoir? Est-ce que, ouais, c'est la deuxième question que je me pose. Et enfin, ce que je me dis, c'est que, est-ce que ce montant a été bien évalué? Et il a dit tout à l'heure, le collègue, que les États-Unis étaient partis pour 2000 milliards, mais ces 2000 milliards, ils se rendent compte que ces 2 milliards même risquent de ne pas suffire pour relancer l'économie américaine. Et c'est vrai, l'économie américaine est la plus forte. Mais c'est pour vous dire que dans ces genres de situations, est-ce que l'évaluation du montant requis, est-ce que cette évaluation est bien faite? Voilà un peu les pistes d'évaluation et de réflexion qu'on peut mener. Alors justement, on regarde ce que vous venez de dire tout à l'heure. Je me rends compte d'une chose, on a vu les chefs d'État, des chefs de gouvernement, les présidents d'institutions lors de ce sommet, mais à aucun moment, où, si ma mémoire est vraiment assez faible, nulle part on a vu ces grands leaders de l'entreprise, de l'économie africaine, ces chefs d'entreprise, Dangote et autres, ce sont eux quand même qui accompagnent, qui soutiennent l'économie. Lors de ces sommets, ils ne sont pas présents. Comment est-ce que vous appréciez cela? Oui, mais c'est ce que le collègue a dit. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est une communication en fait, politique que fait M. Macron, c'est tout. Alors, M. Macron a compris effectivement que enfin, la nouvelle jeunesse africaine, cette jeunesse consciente, ne veut plus entendre parler des sommets France-Afrique. Donc, M. Macron maquille effectivement ce sommet France-Afrique par un sommet économique en appelant à un New Deal pour sauver les pays dont l'économie est exsangue, effectivement, suite à la crise de la Covid-19. Mais fondamentalement, ce que vous devez comprendre, monsieur le journaliste, c'est quoi? La France est en train de perdre l'Afrique. Aujourd'hui, le destin, effectivement, de la France se joue en Centrafrique. On n'en parle pas. Mais c'est la raison, c'est la riposte, effectivement, française à ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Hier, si vous avez regardé sur les chaînes de télé, on a projeté un film à l'honneur, effectivement, des militaires centrafricains qui sont venus comme des héros pour venir sauver des Africains et surtout en République centrafricaine. Donc vous voyez, aujourd'hui, la France a compris la percée chinoise. Aujourd'hui, le stock de la dette africaine culmine à 360 milliards de dollars. Et la Chine seule a à peu près 30% de ce stock. La Chine seule. Le premier partenaire au niveau du commerce avec l'Afrique, la France perd. La France perd du terrain. Donc là, la France a trouvé, M. Macron a eu le nœud creux de dire, bon, voilà, je vais profiter effectivement de cette occasion pour dire, regardez, moi, la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays qui aime la démocratie, c'est le pays qui vient à votre secours, et je ne viens pas au secours des pays
de façon bilatérale. Mais je vous réunis, vous tous ici. Preuve en est, vous avez dit, pourquoi on n'a pas invité Dangote? Pourquoi on n'a pas invité le PDG de UBA, c'est grand richissime, Mo Ibrahim, tout cela. Même nos frères... Mo Ibrahim a été invité. Voilà, il y a des grands noms comme notre frère de NCA Bank, Diago. Enfin, on doit inviter le secteur privé. Mais non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous allez voir, hein, nous allons sortir là avec rien du tout. Parce que fondamentalement, nous connaissons les recettes. La recette, c'est quoi? On nous dit, soit vous avez un moratoire qu'on va vous faire, c'est-à-dire une suspension, effectivement, des taux d'intérêt que vous payez, et même parfois une partie du capital, du principal que vous payez sur vos dettes. Nous allons suspendre un moment, puisque l'ISSD a été remis encore au goût du jour pour une année, c'est-à-dire ce moratoire-là. Donc c'est une piste. Ou bien quasiment, ils vont aller à l'annulation, mais ils ne veulent pas. Déjà, quand vous écoutez Marc Raffineau, qui est un brillant économiste, qui est beaucoup écouté par Macron, qui dit, attention, les pays ne sont pas aussi pauvres que ça, l'annulation, ce n'est pas le problème. Vous voyez, donc ça prépare un peu les esprits. Alors que les 365 milliards de dollars que nous cumulons comme stock de la dette ne représentent que 2% du stock mondial de la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on annule, ça ne va pas tuer les créanciers. Mais ils ne veulent pas. On va nous dire encore que nous allons utiliser les droits de tirage spéciaux, qui est une monnaie fictive, effectivement, du FMI. Aujourd'hui, un DTS égale à 1,38 $. Une monnaie qui est assise sur un panier de monnaies, bien entendu, le dollar, l'euro, le yuan, le yen et la livre sterling. Maintenant, en fonction de quote-part des pays africains, on estime à peu près à 34 milliards de dollars ce que le FMI peut nous donner. Ça ne représente rien devant les 290 milliards que le même FMI dit que les pays africains ont besoin. Afrique subsaharienne, pas tout le continent. Tout le continent, c'est 400 milliards. Mais quand vous prenez les pays d'Afrique subsaharienne, 290. Que vaut 34 milliards sur 290? Rien du tout. Il y a cette piste dont a parlé mon collègue Maté, c'est les remittances, les avoirs des fonds des migrants. Aujourd'hui, en 2019, nous avons 86,2 milliards de dollars qui ont été rapatriés des pays occidentaux vers l'Afrique. Il a dit deux fois plus que les 34 milliards que le FMI veut bien nous donner, comme si c'était une aide substantielle qu'on nous donne. Non, mais je pense qu'il va falloir à un moment donné, il a dit, chers collègues, que les Africains soient sérieux. Que nous soyons sérieux. Et là, je suis d'accord avec lui. Une bonne gouvernance peut nous permettre de faire des économies, peut nous permettre d'épargner ces sommes colossales que nous prenons et que nous devons quand même payer un jour. Et où trouver les ressources quand nous regardons que les bases de nos économies sont très fragiles. Les bases de nos économies sont très fragiles. Malheureusement, nous n'avons qu'une demi-heure. On ne pourra pas épuiser tout ce sujet sur la réforme du franc CFA et surtout les enjeux de ce sommet sur les économies africaines qui s'est tenu récemment en France. Messieurs, Dr Samuel Maté, merci pour votre contribution. Professeur Praoyao Séraphin, merci en tout cas pour vos éclairages. C'est ici que se referme cette émission. Agréable suite au programme sur nos antennes.